Alors, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que c'est qu'un MVP et à quoi ça sert. Donc, on va y revenir rapidement, mais il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses un peu abstraites et parfois des choses totalement erronées qui sont racontées sur un MVP. Donc, ça me semblait important de poser un peu les choses et tout simplement de mettre un peu ma vision aussi. Donc, déjà, c'est quoi un MVP? Minimum Valuable Product. Donc, c'est le produit minimum viable. On a dit ça, on n'a pas dit grand-chose finalement. Produit, bon, c'est un produit minimum. Bon, minimum de fonctionnalités, on va y revenir. Et le viable, c'est les fonctionnalités métier. Quel est le cœur même de votre idée? Le minimum possible, c'est si j'enlève toutes les fioritures. Un exemple concret, vous posez la question si sur un SaaS, il faut mettre dès le début un thème sombre et clair. Non. Est-ce qu'il faut gérer dès le début les traductions en anglais et en français? Non. Est-ce qu'il faut gérer les paiements? Il y a de bonnes chances que non. On va pas forcément le faire gratuit, c'est pas grave. Il y aura peut-être des actions manuelles à faire, mais ne vous bloquez pas dès le début. On va y revenir juste après, hein, mais ne vous bloquez pas dès le début. On veut uniquement les ajouts minimums. Donc c'est très, enfin pour le coup, on va commencer, ce sera facile. La validation du marché. Le VP, il sert qu'à ça. C'est l'objectif même d'un MVP. C'est de vérifier votre market fit. Je disais à l'instant, si vous ne gérez pas les paiements par une plateforme, vous allez peut-être devoir les gérer à la main. Est-ce que c'est grave? Vous allez closer vos clients, vous allez vous créer un compte directement, ils ont accès, très bien, vous récupérez le paiement. Mais en soi, si vous avez 1000 utilisateurs qui se connectent, qui vous contactent dans la journée pour avoir un compte, c'est un bon problème. C'est que votre projet, il est génial. Alors, vous allez pouvoir prendre rapidement des actions pour automatiser. Mais si vous aviez mis des moyens pour faire une plateforme qui vous aurait coûté 6 mois de travail, de développement, de réflexion, etc., etc., et qu'il n'y a personne à la fin, ah bah votre truc automatique, il est génial, mais il n'est pas utilisé. Donc il vaut mieux avoir un problème ponctuel qu'on peut résoudre que qu'un manque de clients, tout simplement. Donc c'est ça que fait avant tout le MVP, c'est la validation du marché. On cherche à valider des hypothèses. On a des idées, on a plein d'idées, on pense avoir compris un besoin du marché, on essaye de le mettre en adéquation avec les envies du marché, parce que je rappelle qu'un client ne connaît pas ses besoins, souvent il ne connaît pas ses besoins, par contre il a des envies. Des fois, elles matchent avec les besoins, pas toujours. Et donc on veut infirmer ou confirmer les hypothèses qu'on va pouvoir mener pour voir si nos idées sont bonnes. On va surtout aussi réduire les risques. Alors, pourquoi les risques? Comme je disais, si je mets des fioritures en plus, si je mets des paillettes, si je mets des fonctionnalités qui ne servent rien dans le fond, enfin si, ça va changer à automatiser, à simplifier, etc. Mais l'utilisateur, il s'en fiche de ça. Euh, Ça va nous faire gagner un temps considérable, plutôt qu'un projet qui va prendre 6 mois, 1 an, voire même plus. On peut peut-être le faire en quelques semaines, quelques mois. Ce temps gagné, c'est autant de temps gagné qu'on va pouvoir faire sur de l'acquisition, sur du marketing, sur de la recherche. Surtout, on peut questionner les clients le plus tôt possible. On peut confirmer et maintenant qu'on a le marché, qu'on a des clients, on peut avancer dans une direction ou une autre. Et dans le cas contraire, on peut pivoter. J'insiste sur le pivot parce que c'est important. Le MVP, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le panier. Enfin, il ne faut pas dire le MVP, il est parfait, c'est cette idée-là qui va fonctionner. On n'en sait rien. Donc, si le MVP ne fonctionne pas, si votre produit ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous avez infirmé votre hypothèse. Donc, vous savez maintenant qu'elle n'est pas bonne. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, elle sera bonne. En tout cas, à l'instant T, vous savez que ça n'a pas fonctionné. Donc ça, il faut savoir mettre des métriques et compagnie. Ça, c'est les objectifs du MVP. On va pas forcément y revenir sur cette vidéo, mais ça peut être intéressant aussi
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez une vidéo dédiée. Donc l'apprentissage itératif, c'est qu'une fois qu'on a cette base, la grande théorie, elle nous dit que le MVP est à jeter. On a confirmé l'idée, on reprend de zéro et on construit. Avant, on aurait pu avoir des POC, c'est encore un autre vaste débat et sujet. Dans la pratique, c'est extrêmement rare de jeter son MVP. On a une base qui, d'un point de vue métier, vu qu'on a le minimum possible sur le métier, donc sur la plus-value pour le client, c'est viable, ça marche, c'est ok, on a un socle qui est solide. Techniquement, c'est pas le problème, on n'est pas là pour faire de la qualité. Je code personnellement depuis le collège. Je dois avoir quelque chose comme pratiquement 15 ans d'expérience professionnelle dans le dev, même un peu plus d'ailleurs. Enfin, j'ai commencé assez tôt, hein. Dès le lycée, j'avais déjà l'expérience professionnelle. Euh, on n'est pas là pour faire de la qualité. On est là pour vérifier, pour faire avancer la boîte. La qualité viendra dans un second temps quand vous augmenterez en nombre d'employés. Vous aurez le temps de connaître ça plus tard. Déjà, il faut savoir que ça marche et déjà, il faut avoir des sous pour payer les gens. Si vous n'avez pas de sous, si vous n'avez pas de moyens, bah, c'est bien, vous avez un code qui est propre, mais vous n'avez rien d'autre. Donc, on n'est pas du tout faire la qualité, on veut surtout faire du métier. Et ainsi sur le métier, parce que c'est pas forcément un truc qu'on apprend non plus, autant aux développeurs qu'au même au PDG. Les fonctionnalités métiers, c'est totalement différent des fonctionnalités techniques. Il faut savoir en faire la différence. Les optimisations de ressources, donc comme je disais, oui, ça y revient forcément, mais comme vous allez minimiser au plus possible, en termes de temps, vous allez pouvoir être extrêmement efficace. Et ça revient avec le point d'après qui est l'accélération pour le time to market. On veut arriver le plus tôt possible sur le marché avec un produit qui fonctionne. On n'est pas là pour vendre du rêve aux clients. On n'est pas là pour lui dire on a révolutionné une interface qui est super belle. On s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le client, il a un besoin, on répond à son besoin et on y répond bien. On n'a pas besoin de 3000 fonctionnalités en tous les sens. Je vais revenir juste après sur un cas concret, hein, euh, au point, enfin, à la grande partie suivante. Et je vais essayer de vous imaginer ça pour que ce soit un peu plus clair. Mais déjà, sur la théorie pure, enfin, ouais, sur la théorie pure, donc c'est les grandes idées. Le MVP, ça sert donc surtout à du time to market. C'est ça qu'il faut retenir. Donc plus il sera petit, mieux ce sera. Donc si je viens sur un peu plus dans les faits, ce que ça va faire, la réalisation du MVP, déjà on va identifier ces produits. Ces fonctionnalités, c'est quoi le produit minimum? Eh bien, le produit minimum, ça va être, dans le cas de YouTube par exemple, prenons le cas concret, ce sera plus facile. Dans le cas de YouTube, c'est d'afficher des vidéos, de stocker des vidéos et de rechercher des vidéos. J'ai trois fonctionnalités. Et ces fonctionnalités ne sont pas forcément simples, ne sont pas forcément extrêmement compliquées non plus, mais il faut réussir à les faire. Ça, c'est d'un point de vue client. Un autre MVP qu'ils auraient pu faire, c'est de pouvoir juste faire un simple player vidéo avec de la pub intégrée. Et c'est-à-dire qu'ils pourraient montrer comme ça qu'ils savent intégrer de la pub dans la vidéo. Ça, ce serait pour un client qui est l'annonceur, c'est leur montrer qu'ils peuvent faire ce pourquoi YouTube est fait à la base, qui est d'afficher des pubs pour être payé par les annonceurs. Bon, c'est rarement ce qu'on va faire parce que le client final, c'est l'utilisateur qui va regarder la vidéo. Donc déjà, ils sont capables de propager des vidéos, de les chercher, de les trouver et de les afficher. Ok. Mais tout le reste, gestion des commentaires, on s'en fiche. Se connecter, ça sert à quoi? Etc. Même, vous voulez le studio YouTube qui permet d'éditer les vidéos directement? Non, on s'en fiche. Les likes, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, c'est des fioritures. C'est des éléments intéressants de gamification pour une partie, c'est-à-dire qu'on va inciter l'utilisateur à rester plus longtemps, mais c'est pas la base même du produit. La base même du produit, c'est juste pouvoir trouver une vidéo, la regarder. Point.
Même le fait d'héberger une vidéo, c'est même pas dans le MVP. Ça, ce sera une fonctionnalité en plus. L'équipe peut mettre leur première vidéo par eux-mêmes. Il n'y a aucun problème. Il faut quand même qu'ils le stockent. Ils n'ont pas besoin d'uploader de la part d'un utilisateur. Donc tout ça, c'est important de le comprendre. Pour ça que je parle de métier. Le fait de dire, tiens, j'ai une infrastructure qui va pouvoir supporter tant de clients. Bon, on n'est pas là. Déjà, si l'infrastructure saute, parce qu'il y a trop de clients, c'est une super nouvelle. Vous allez pouvoir changer les choses. Alors, vous allez avoir une zone un peu grise et vous prendre un petit bad buzz. Mais un bad buzz fait souvent, enfin, peut faire du bien aussi, pour d'autres raisons. Enfin, pour ces raisons-là d'ailleurs, même. Mais si vous avez des problèmes, si les utilisateurs voient que vous mettez une semaine à les résoudre, c'est génial. Mais justement, vous avez créé ces problèmes-là. Et vous avez créé parce que ça a marché mieux que ce que vous attendiez. Donc tant mieux. Et y a pas mieux qu'un client qui voit que il a un problème, vous le résolvez directement. Même si c'est vous qui l'avez créé, ça reste un bon problème pour le coup. Euh, donc voilà, l'identification du, vraiment des fonctionnalités minimum, c'est pas forcément le plus facile. Il y a plusieurs techniques. Typiquement, vous pouvez utiliser Notion, GitHub ou Trello même, qui sont en fait des boards qui vous permettent de construire vos petites briques, chaque fonctionnalité. Typiquement, je disais la gestion des commentaires. Ok, ça c'est une grosse brique. Ajouter son commentaire, c'est une brique. Lire les commentaires existants, c'est une autre brique. Répondre à un commentaire, c'est une autre brique encore. Certaines n'ont pas de sens tout seul. Typiquement, si je peux ajouter un commentaire mais pas afficher, mais je peux pas les afficher, c'est un peu dommage. Donc, il y a des briques plus ou moins unitaires, plus ou moins compatibles l'une sans l'autre, et c'est pour ça que la question c'est quels sont le minimum de briques sont possibles. Plus vous le couperez finement, plus vous allez pouvoir racler au minimum pour ne garder que quelques-unes. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle le développement itératif. Alors, itératif, ça veut dire quoi? Enfin, itératif et incrémental, c'est le terme français. Euh, c'est un peu long. Donc, c'est tout ce qu'on va appeler l'agilité, tout ce qui va être aussi Lean Startup. Donc, c'est la planification, parce qu'en fait, une fois que sur l'étape précédente, donc je disais, vous avez marqué toutes vos fonctionnalités que vous imaginiez. En agilité, on va parler de must, should et could. Donc, les must, c'est le minimum. Et après, vous avez plein d'autres fonctionnalités. Ce qui fait que votre équipe de développement, si vous avez une qui est efficace, une fois qu'elle a fini le MVP, qu'elle l'a envoyé, bah, elle va pas se tourner les pouces. Elle peut déjà commencer à rajouter des fioritures, des bonus, plus ou moins importants, plus ou moins intéressants, bien sûr, d'ici à ce que vous ayez les retours utilisateurs pour pouvoir réorienter, définir ou pivoter. Euh, et c'est ça là, le gros point fort du MVP, c'est que c'est totalement compatible avec une startup. Une startup, sa vie, c'est le pivot. C'est de comprendre le market fit et c'est de pivoter pour y arriver. Donc plus vous avez des itérations courtes, mieux c'est. Et je ne parle pas d'agilité qui va vous dire il faut 4 semaines, enfin entre 2 et 6 semaines pour être exact de sprint. C'est-à-dire qu'en fait vous avez ce qu'on appelle des cycles en V. Vous avez la tête dans le guidon pendant 2 à 4 semaines et pendant cette semaine-là, l'équipe de développement va travailler et vous fournir un produit qu'on dit productable. Donc ça va être, enfin productable, publishable, pardon, qui va être publiable. Ouais, c'est pas pour autant qu'elle est publiable, enfin qu'elle est publiée. Elle est juste publiable. Donc à voir s'il faut le faire ou pas. Mais vous êtes beaucoup, comme vous êtes aveugle pendant ces 2 à 6 semaines, eh ben, vous ne pouvez pas pivoter pendant. Donc c'est pas forcément la meilleure approche si vous voulez être ultra efficace. Vous avez du Kanban aussi qui marche très très bien dans ce cas-là. Et le Lean Startup s'y attelle très très bien aussi. Je vous referai ça à la fin pour vous donner les conseils pour aller plus loin. Euh, Bref, ce que ça va permettre, c'est le prototypage le plus rapide possible. Donc prototypage, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Ici, j'utilise dans le CERN dans le sens de maqueter, structurer au plus vite. On va venir utiliser, donc, par exemple, je sais pas, des wireframes, wireframe en français, bah, sans l'accent c'est dur, wireframe,
wireframes, plus facile en anglais, ou des maquettes, on va bien créer une interface le plus facile et rapide possible. On n'est pas là pour faire un design ultra léché, machin, etc. Non, on veut de l'efficace. Si vous avez à faire un choix, ne cherchez pas un UI designer, cherchez un UX designer. UX, c'est pour User Experience. Expérience utilisateur. C'est eux qui rendent les interfaces instinctives et qui font une interface relativement simple à utiliser. Quand vous avez les deux réunis, c'est intéressant. Vous pouvez avoir une interface qui est sympathique à utiliser et agréable à regarder, mais c'est deux notions différentes, même si c'est un peu confondu par moment. Donc je disais tout ça, vous avez les maquettes, donc vous allez pouvoir rapidement avancer. Le but c'est de tout faire au plus court. Donc le design, ça sert à rien, ok on saute. Voilà, j'ai retrouvé les mots. La collecte et l'analyse de feedback, ça c'est extrêmement important. Comme on a l'utilisateur le plus tôt possible, on a aussi l'opportunité de prendre le retour utilisateur. Donc ça, dans ce qu'on appelle l'UX, l'user experience, ce sont des notions très importantes de justement prendre ce besoin, prendre cette vision client et la remonter le plus tôt possible pour l'intégrer, pour améliorer, pour faire l'incrémental dont on parlait plus tôt. Et enfin, l'itération et ajustement. Alors c'est là où justement on va revenir sur ce que je parlais de sprint, d'agilité. On peut itérer. Donc quand on peut itérer, eh ben on peut faire les changements. Et l'ajustement, c'est le pivot. Finalement, la manière dont on l'a fait, c'est pas le mieux. Là, je parlais par exemple de YouTube. Si je prends un exemple concret de projet qu'il pourrait y avoir, c'est je veux faire une transcription de la vidéo YouTube. Donc je veux transformer l'image, enfin le son pour être exact, en texte. Je veux récupérer les paroles qui sont racontées durant une vidéo. Ok, très bien. Le MVP que je pourrais imaginer, c'est je vais faire un site, je vais y uploader une vidéo et il va me ressortir le texte tout beau, bien formaté, machin, etc. Ok, super. Mais finalement, c'est pas le plus efficace parce que les gens, il faut qu'ils téléchargent la vidéo. Souvent, la vidéo est déjà sur Internet. Ok, donc on va faire un petit pivot, tout petit, c'est vraiment pas grand-chose. Plutôt que d'uploader une vidéo, donc la stocker, la maintenir, pouvoir gérer, supprimer après X temps, etc., qu'on va aussi faire potentiellement, on va mettre un champ URL. Et il va pouvoir télécharger lui-même la vidéo. Enfin, le site va pouvoir récupérer la vidéo directement et s'en occuper. Ou alors, on pourra se proposer une vidéo YouTube, etc. On peut récupérer ce genre d'URL relativement facilement. Bah, ça, c'est justement les petits pivots qui sont faisables. Maintenant qu'on sait que l'idée de base est bonne, très bien. Est-ce que si je bouge légèrement dans un sens ou dans l'autre, est-ce que si la transcription finale, donc le texte à la fin, il faut qu'elle soit un peu brute, ou est-ce que je veux pouvoir mettre des titres, des sections, des paragraphes, je sais pas, on peut tout imaginer. Bah, ça c'est des améliorations pour comprendre un peu plus ce que veut vraiment le marché. Et donc c'est tout ça un petit peu qu'on va ajuster, pivoter très légèrement, etc. Si bien sûr si le projet a été infirmé, que des hypothèses étaient invalidées, là par contre on va faire un pivot beaucoup plus violent où on aurait carrément changé totalement de projet potentiellement. Je vais vous prendre quand même des cas concrets, ça pourrait vous aider. Euh, si je vous prends par exemple, je sais pas, Dropbox. Alors Dropbox, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un logiciel qui permet de faire un drive concurrent de Google Drive ou de OneNote, pas OneNote, je sais plus pour le celui Windows, euh, qui, pour le coup, qui permet d'uploader des fichiers, de les récupérer, de les ouvrir, de les manipuler, etc. Bon, Dropbox, ils ont d'abord validé le marché. Ils ont créé une simple vidéo qui expliquait le concept. Pas plus que ça. La vidéo a suscité énormément d'intérêt. Et pour le coup, ça a validé leurs besoins. Mais ils ont même pas eu besoin d'aller plus loin. Le produit minimum, c'était même pas de proposer le produit lui-même. Pour eux, c'était carrément de juste tester.
Alors là, on sort un peu du MVP, on est plus sur de la validation d'hypothèses vraiment en amont, mais ça peut suffire. Ne vous lancez pas forcément dans un gros projet. Si je vous prends Groupon, par exemple, qui permet de faire enfin, de récupérer des bons de réduction, ils ont commencé simplement avec un site WordPress. Une base de blog qui, euh, qui, qui marche bien, bon, pas forcément une base que j'adore en tant que développeur, mais c'est un peu normal vu que moi j'aime bien coder, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée toujours, hein, je le précise. Mais bref, ils ont créé un WordPress et chaque jour, ils créent manuellement des offres. Et ça a permis en fait de tester que les gens venaient quotidiennement récupérer les, les coupons, je vais y arriver, pour les récupérer. Alors, il y a beaucoup d'actions manuelles derrière. Ils n'ont pas pu automatiser, ils ne savaient pas grand-chose, mais déjà, maintenant, ils savaient qu'il y avait un intérêt à automatiser. En fait, c'est ça. Il y a l'automatisation ultra compliquée qu'un développeur vous dira, mais il faut ça, il faut automatiser, il faut automatiser. Non, on automatisera si c'est nécessaire. S'il y a 2 actions à faire par jour, est-ce que c'est plus rentable d'automatiser? Ça va vous prendre 2 semaines. Allez, un développeur à, je sais pas, 400 euros de la journée. Donc sur 10 jours pour 2 semaines, ça vous fait du 6 000 euros ça vous fait du 6 000 euros, oui, de la feature. Ou est-ce que passer 5 minutes le premier mois par jour à faire l'action, ça vous coûtera beaucoup moins cher? Bon, je crois que la décision est assez rapide à prendre. Et en fait, c'est ça qu'on met en avant. Euh, c'est pas toujours facile. Mais si je vous prends Twitter, alors Twitter, c'est vrai que c'est sympa. Initialement, c'était un service de messagerie pour Odeo. Ouais, c'est Odeo. Et donc c'était du microblogging. Donc c'était, bah, on reste dans le thème de WordPress finalement. Euh, Sauf qu'il a l'avantage, c'est qu'il a été lancé publiquement. Et bah, en fait, ils ont testé leur modèle comme ça. Alors, est-ce que c'était voulu dès le début d'aller dans cette direction-là? Peut-être pas. En tout cas, ils ont vu les impacts, et comme ils ont pu tester avec l'utilisateur, bah, ils ont pu pivoter dans ce sens-là, et c'est devenu Twitter qu'on a aujourd'hui, avec les limitations de caractères, et finalement, c'est totalement du microblogging, hein, en fait, hein, encore maintenant. Donc ça n'a pas tant évolué que ça non plus. Il y a eu beaucoup de choses autour, mais en termes de cœur métier, ça n'a pas tant changé. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur la conclusion, finalement. Euh, donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un MVP, c'est extrêmement compliqué de définir les éléments minimums. C'est pas aussi simple qu'on le croit souvent. Avec l'expérience, on y arrive plus facilement, mais plus on a du cœur dans le projet, plus c'est compliqué de se dire oui, mais il faut enlever un morceau. Voilà, ça fait grincer des dents, c'est normal. Faut l'accepter, c'est pas facile, et c'est pour ça que tout mettre à plat pour pouvoir après passer au scalpel les éléments en trop, ça peut marcher très très bien. Donc je répète, j'avais dit GitHub, Notion ou Trello qui permettent de mettre à plat les idées. Sinon, vous pouvez même faire une mind map. Donc là, vous avez plein d'outils de mind map qui vont pouvoir vous poser toutes les idées et voir ce qui marche ou pas. Ça va être moins construit, mais ça vous permet déjà d'éclater vos idées. Et si vous avez déjà une idée assez abstraite de ce que vous souhaitez faire, ça peut être une bonne manière de faire en amont. Sinon, si vous voulez aller plus loin, je peux vous poser, bah déjà, poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre en tous les cas. Et sinon, vous pouvez lire, donc vous avez The Lean Startup dont je parlais plus tôt, de Eric Reyes, donc, qui est une référence sur le sujet, et qui vous aussi met beaucoup d'accent sur les user experience dont je parlais, où on veut récupérer le besoin utilisateur en amont, le plus tôt possible et tout le long de la création du projet. Vous avez Running Lean, Iterate from Plan A to a Plan That Works. Ils seront en commentaire, bien sûr, de H. Moria, qui est aussi un livre de référence sur le sujet. Hein. C'est vraiment euh, bah, le Lean en règle générale, de toute façon, pour
explique très très bien ce que c'est qu'un MVP et comment le mettre et comment les mettre en place. Et sinon, vous avez Lean Unix, encore des lignes tant qu'à faire. Designing Great Projects with Agile Teams. Et donc là, c'est deux. Alors, c'était Jeff Godelf et Josh Seiden. Euh, alors, celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Pas encore. Mais il est dans la suite. Et donc, vous avez déjà pas mal de choses. Comme je dis, tout est tout est en commentaire. Tout est en description en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à récupérer. Et je ne saurais que vous recommander, passez par du découpage, coupez au scalpel vos idées, n'implémentez que le minimum, quitte à faire une grande partie manuellement, c'est pas grave. Et quand vous vous pétrez les dents parce que vous avez trop de clients, soyez heureux. C'est un bon problème. À la prochaine. Salut.